vous laissez pas faire, hein, les filles. Non, non. Tiens, quelle triche, Chacha. Je voulais voir un peu si on pouvait visiter ta serre, voir un petit peu comment ça se passait la production de tomates. Son activité, et il sait que le soir, il doit être rentré à 17 h pour la remise de colis. Bon, ça va, ça te dit. Bon, moi je quitte. Bonjour Olivier. Salut. Alors tu es en train de faire une installation là. Valtra propose le poste inversé, c'est les seuls à faire ça sur les faibles puissances comme ça. Donc on s'est dit pourquoi pas voir à quoi ça pourrait ressembler. Et en fait l'intérêt c'est que donc on a le petit volant à la... Les auditeurs vont voir mes talents de footballeur. Alors Nine a pour mission donc de protéger le tracteur et vous avez pour mission d'essayer de toucher le tracteur. Oui. Tu lui tires dessus aussi. Non mais attends, mais moi déjà je vais essayer. Allez JB, on y va. Oui. Le pied a failli partir avec mais... Vous laissez pas faire, hein, les filles. Non, non. Tiens, quelle triche, Chacha. Elle joue avec son sac à main, qu'est-ce que tu veux que ça marche? Faut échauffer Nine hein, quand même. Hein. Oh là, un vrai. C'est pour les cerfs que j'ai peur. Ouais. Bon bah merci Nine de nous avoir échauffé pour le matin. Alors tu joues dans l'équipe de En Avant Guingamp. D'accord. Bon et bah écoute merci, je te souhaite de bien continuer et puis de soutenir le football féminin. Ouais. On n'est pas venu ici uniquement pour l'entraînement de Nine, donc pour le football, on va aussi visiter les serres de son papa Loïc, vous allez voir. Je pense que ça va être très intéressant. Salut Loïc. Salut. On vient de s'échauffer un petit peu là en s'entraînant avec ta fille au football, donc on voit qu'elle a du répondant et qu'en avant Guingamp a plutôt la pêche. Ouais. Je voulais voir un peu si on pouvait visiter ta serre, voir un petit peu comment ça se passait la production de tomates. Et puis ben, Jean-Baptiste est avec nous, on va pouvoir peut-être regarder ça. Ouais, y a pas de souci. Bon. Je vous accueille. Allez, merci. C'est un établissement bancaire, non? C'est sécurisé? Ah, passage au pédiluve obligatoire. On trempe les pieds. Hein. On trempe les pieds et on trempe les mains. Ouais. Merci. Hop. Dis-moi Loïc, au niveau de l'agenda, combien de temps vous produisez ici, à partir de quand et jusque quand? Donc calendrier de production, réception début janvier, Ouais. on commence à récolter fin mars jusqu'à fin novembre à peu près. D'accord. Donc ça fait quand même une belle période de production, mais vous démarrez plus tard. Alors en hiver, c'est les tomates qui viennent de l'étranger plutôt, Ouais. et vous, c'est plutôt des tomates qui viennent sur le marché français. Donc, Ouais, au printemps, enfin au beau jour, en fait, là, quand les jours se rallongent, on arrive sur le marché, et on commence à introduire nos tomates sur les marchés. Et donc après, il faut pouvoir avoir du volume aussi hein, Ouais. parce que quand on démarre, en fait, après, ils aiment bien que ce soit régulier. Donc le volume, il faut qu'il soit régulier. Et le marché français commence à s'intéresser un peu plus et à privilégier la production en France aussi? Ouais, c'est le ressenti qu'on a depuis quelques années. Hein. On pense qu'aujourd'hui, les grandes surfaces et puis où le consommateur privilégie la tomate française. Préfère la tomate française. Alors ici, on est en serre. On est chauffé, alors parfois on critique le chauffage, mais si on n'a pas de serre chauffée, on aurait des tomates de quelle période à quelle période si on n'était que dans l'extérieur et naturel entre Alors, guillemets? on arriverait, je pense qu'il faudrait au moins décaler d'un mois, un mois et demi, largement, pour pouvoir commencer à produire les premières tomates Ouais. par rapport à avec des serres, en fait, aujourd'hui avec des atmosphères contrôlées. Donc c'est aussi par rapport à une demande du consommateur, parce que moi je sais que si je fais mes tomates chez moi dans les Hauts-de-France, grosso modo elles arrivent fin août quoi, pas beaucoup avant. Bah oui, souvent c'est ça. Enfin, ça correspondrait un petit peu au consommateur qui fait son petit potager jardin, chez lui, voilà. Donc on serait, et puis sur une période de production d'un mois, un mois et demi. Hein. D'accord, pas beaucoup plus quoi. Ouais. Là on voit qu'il y a des grands alignements. Alors ici tu as combien de surface de serre? Alors, sur l'exploitation, on est à 21 000 m². D'accord, et ici tu as à peu près 10 000 m², Voilà, c'est ça? un bon 10 000 Sur les m². mêmes variétés? Voilà, là ici il n'y a qu'une variété. Et D'accord. j'ai une autre serre où il y a 7 variétés autres que... Et on sait combien un pied va produire en quantité à peu près? Oui, on sait, puisque aujourd'hui, moi sur mon exploitation, on est à
À peu près, alors souvent on parle en mètres carrés, hein, mais c'est au mètre carré, donc on est à peu près à 55 kg du mètre carré. D'accord. Donc moi je fais, sur l'exploitation, je fais à peu près 1000 tonnes de tomates. Ouais, ça fait déjà 1000 tonnes, ça fait déjà quelques camions. Quoi. Oui, voilà. Au niveau sanitaire, tu es passé à un système sans pesticides depuis déjà quelques années. C'est pas compliqué de gérer des tomates, le mildiou, les insectes. Comment tu procèdes? Comme on dit, tous les ans c'est un nouveau challenge, hein, parce qu'on dépend énormément des aléas climatiques, de ce qui se passe à l'extérieur. Donc on maîtrise de mieux en mieux, donc on appréhende plus les soucis. Et notamment, depuis très longtemps maintenant, depuis le début, en fait, on a toujours utilisé des insectes prédateurs. Cette serre-ci, on est à peu près à 3,1 plantes au mètre carré. Alors tu disais l'énergie, c'est important, mais la main-d'œuvre, c'est aussi une clé de voûte dans l'organisation. Sans main-d'œuvre, on n'aurait pas de tomates. Enfin... D'accord. Et ici, tu as combien de personnes qui travaillent? Alors là, on est 11 personnes là, aujourd'hui. 11 personnes et aujourd'hui. Sur l'année, à peu près, on est autour de 15 personnes, 15 UTH, équivalent temps plein. D'accord. Donc on est 7 permanents et le reste du personnel en fait c'est des saisonniers donc qui vont démarrer là. Donc là on est en pleine phase de recherche et on continue à augmenter l'équipe au fur et à mesure. On augmente l'équipe pour être prêt au mois d'avril en fait dès qu'on va commencer à récolter, avoir une équipe vraiment prête au point et qui aura les compétences aussi pour travailler autour de la tomate. Ça te parle, toi, Jean-Baptiste, l'histoire de l'emploi? C'est un sujet que tu maîtrises et puis que tu essayes de mettre en avant avec Mission, entre autres, ou Des bras pour ton assiette, c'est un peu plus connu? Nous, on a fait une plateforme sur le sujet de l'emploi qui s'appelle, avec la start-up Wheezy Farm. Et la plateforme qui s'occupe de l'emploi, c'est Mission, Des bras pour ton assiette. Parce qu'on entend plein de producteurs qui ont une difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Alors là on est dans les tomates, mais dans plein de filières c'est une problématique. L'idée c'est d'essayer d'apporter une solution complémentaire à ce qui se fait déjà pour aller détecter des populations qui ne connaissent pas l'agriculture mais qui pourraient ou compléter leurs revenus ou découvrir qu'on peut se faire un revenu sympa dans un métier qui a beaucoup de sens. Parce que je pense que tes salariés, ils sont quand même contents d'être un acteur de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'eux, ils bossent avec un produit qu'on trouvera dans notre assiette. C'est quand même un métier qui a du sens. Quoi. Et toi, tu recherches tous les ans des nouvelles personnes parce que tu as un turnover ou c'est des gens réguliers? On a les permanents donc qui sont là en permanence entre guillemets, mais autrement on a quand même on a besoin des saisonniers entre à peu près 6-8 mois de l'année. Donc ce sont des personnes qui ont besoin nous on a monté un dispositif. Alors c'est pas une start-up mais c'est via la coopérative en fait où on a monté un dispositif en partenariat avec Pôle Emploi et l'Institut de l'IREO à l'Aisne-Vin. En tant que formateur et l'ANEFA. Donc l'ANEFA en fait, vous savez, c'est l'organisme national en fait pour recruter de la main-d'œuvre dans le secteur agricole. Donc tout confondu, aussi bien l'élevage que la production légumière et autres. Et donc on a une formation et sur le secteur en fait sur la côte donc allant de Ploua jusqu'à Perros-Guirec, tous les ans, on forme à peu près entre 50 et 60 personnes. D'accord. Parce qu'il y a nécessité de les former. C'est pas parce qu'on arrive dans une serre qu'on sait tout faire et qu'on a tout compris, quoi. Oui, voilà. Il y a un petit peu de gestes techniques. Il y a justement pour éviter les maladies. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gestes qu'il ne faut pas faire et des gestes que. Faut éviter d'aller plier les feuilles, les casser. Voilà, les casser, laisser des morceaux de feuilles. Enfin, tout ça s'apprend. Et notamment après, on a quand même un cahier des charges avec plusieurs variétés. Donc, on a un cahier des charges à respecter. Où il y a des tomates qu'on a le droit de mettre et d'autres qu'on n'a pas le droit de mettre. D'accord, donc là il faut avoir des yeux aussi, quoi. Voilà. Des yeux, des mains. Ouais. Et c'est quoi le profil de base du coup des gens qui viennent bosser ici? Alors en fait on recrute tout type de personnes de 18 ans parce qu'en fait faut être inscrit à Pôle Emploi, donc c'est de 18 ans à 62 ans entre guillemets. Il faut des compétences physiques particulières? Pas forcément. Au départ les gens justement pensent qu'il faut il faut un petit peu quand même puisqu'on marche. Il faut savoir se déplacer, mouvoir ses bras et puis avoir un petit peu de volonté. Mais pas forcément physique, on ne porte presque plus aujourd'hui. On a quand même des chariots, on est assisté, on n'a plus de poids comme. C'est plus les contraintes qui existaient il y a quelques décennies. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'on voulait redorer un petit peu l'image de l'agriculture où on leur dit on est
l'agriculture est moderne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'adapte comme dans le monde actuel. Il faut évoluer parce qu'on a besoin d'évoluer et il y a des méthodes qui permettent d'évoluer, il y a moins de pénibilité, quoi. Dis-moi Jean-Baptiste, Ouais. si jamais on a des auditeurs qui cherchent un petit peu à savoir, tiens, moi je voudrais bien bosser en agriculture, est-ce qu'ils peuvent s'adresser ou aller sur la plateforme Mission ou Des Bras pour ton assiette pour essayer de trouver un job par exemple? Alors, Ou à ouais, l'inverse des agriculteurs qui cherchent du monde? évidemment, donc sur la plateforme Mission Des Bras pour ton assiette, en fait, on peut avoir d'un côté toute personne qui a envie de travailler et on s'en fiche en fait de savoir d'où elles viennent, s'ils sont chômeurs, s'ils sont étudiants, s'ils sont retraités, s'ils ont besoin de compléter leur revenu, s'ils sont déjà salariés, si Il y a un peu importe. critère, c'est avoir qui- envie quoi. a envie, tu saisis tes compétences et quelque part tu te mets en réserve de pouvoir travailler dans l'agriculture. Et après de l'autre côté, l'agriculteur ou le serriste ou l'herbeau ou le viticulteur, lui il va s'inscrire, il va déposer une offre en disant tiens je cherche 3 personnes pour bosser dans les serres. Et instantanément, on va lui pousser des profils qu'on aura présélectionnés sur un certain nombre de critères. C'est-à-dire qu'il dépose son offre, 2 minutes plus tard, il peut déjà appeler les gens. Bon Loïc, on a abandonné notre ami Jean-Baptiste à une journaliste, mais on a l'avantage d'avoir Cédric qui est là et qui va pouvoir nous aider aussi à répondre un peu aux questions par rapport à Agricoli. Salut Cédric, ça va? Alors, ici tu réceptionnes des gros objets qui ont été vendus par un commerce et tu les distribues, tu les redonnes à des utilisateurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, en fait, c'est un concept très original et que j'avais découvert suite à une émission sur Europe 1. Et donc, j'avais contacté Cédric et Guillaume, puisqu'à l'époque, ils étaient tous les deux. Ils venaient de s'installer, enfin, du moins, ils avaient le concept était en place et ils cherchaient des dépositaires, en fait, des réceptionnistes de marchandises pour distribuer aux consommateurs. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Enfin, moi, j'avais contacté. Et donc ils sont venus, ça s'est passé rapidement puisqu'ils sont venus assez rapidement. Il y a un pré-audit qui est fait pour voir un petit peu si on a les capacités de recevoir et aussi le matériel. Parce qu'en fait ça arrive par semi-remorque, les palettes sont déchargées et réceptionnées. Donc qu'est-ce qu'il faut pour être, j'allais dire, agriculteur Agricoli? Un peu de temps, un emplacement? Donc un emplacement, on va dire un espace de 50 à 100 mètres carrés. Un local fermé, c'est dans un local fermé, Ouais. sécurisé, assuré, bien sûr. Un accès camion, il faut qu'on puisse livrer en semi-remorque, ça c'est important. Et enfin, un sourire. L'important c'est le contact, c'est la relation que vous allez avoir avec les consommateurs qui vont venir. La première fois ils vont dire « Ah, c'est bizarre, je suis dans une ferme, je viens chercher mon colis ». Et après, après ce passage, je dis « Ah, c'est un agriculteur, je vais comprendre un peu ce qu'il fait, etc. » Alors les colis c'est quoi? On voit C'est des gros colis. Des gros, hein, En gros, vous pourrez voir l'image, c'est tout ce qui ne rentre pas chez dans un bureau de tabac ou un fleuriste. Donc tout le colis qui sont volumineux ou lourds, au-delà de 30 kg. D'accord. Et c'est aussi un avantage pour l'agriculteur. Alors ici, tu fais pas de vente au détail? Non. Non, mais tu as de la présence de personnel, donc toujours quelqu'un qui est accessible. Par contre, pour quelqu'un qui fait de la vente au détail, c'est un moyen de se connecter aussi avec des citoyens. Exactement. de son secteur. Quand il a un petit magasin, c'est l'occasion de faire découvrir. Parce que dans les faits, c'est des gens qui habitent à 5, 10, 15 km autour, qui ne connaissent pas forcément l'exploitation, qui découvrent le métier et disent « Ah, vous vendez? Ah bah je vais revenir, je vais en parler. » En fait, c'est l'occasion de mêler les deux choses. Mais on n'est pas obligé d'avoir un magasin à la ferme. Certains n'en ont pas et en créent parce qu'ils disent « Ah bah j'ai un flux. Pourquoi je ne mettrais pas… » On leur dit bah, « Mettez une table avec 2-3 légumes. » Et dans la foulée, je vais agrandir. On en a un dans l'Anjou. Il n'avait rien du tout. Maintenant, il a 150 mètres carrés de magasin. Il s'est associé avec tous ses voisins maraîchers et ils ont créé un magasin devant. Alors Et moi, alors ça ne m'empêcherait pas de le faire, hein, Ouais. parce qu'on peut faire de la vente directement aux consommateurs. Sauf que moi, j'ai décidé plutôt d'avoir un planning horaire très grand, puisqu'en fait, c'est du lundi au vendredi, D'accord. et je suis ouvert de 8h à 17h. D'accord. Donc ça permet vraiment aux gens de… Et on réceptionne quand même par semaine entre 20 et 30 colis, donc on voit au moins 20 ou 30 personnes toutes les semaines. c'est pas mal. Donc c'est pas rien, quoi. C'est un cas un peu atypique parce qu'on va dire 90% de nos relais sont ouverts que le soir, 17h, 19h. Donc c'est-à-dire 2 heures. 2 heures le soir et 2 heures. dans la semaine, non, c'est ça? C'est 3 fois plus une fois le week-end. Donc 2 heures le samedi matin, généralement c'est comme ça. Ouais, donc ça fait pas des plages trop longues. Non, en fait ça permet à l'agriculteur de pouvoir aller travailler dans les champs ou faire son activité et il sait que le soir il doit être rentré à 17h pour la remise des colis. Vous avez même mis en place un système de drive, c'est ça? Exactement, l'idée c'est que les agriculteurs ils sont ouverts le soir et le week-end, mais pour limiter le temps passé dans les relais,
nous avons mis en place une prise de rendez-vous. Donc à chaque fois qu'un colis arrive, on envoie un SMS, un email, le consommateur prend son rendez-vous et il vient le soir ou là aussi dans la journée chercher son colis dans le créneau en partie. Donc c'est pratique pour l'utilisateur et c'est pratique pour l'agriculteur aussi, il peut prévoir un peu son planning, quoi. Exactement, il sait ce qui va arriver le soir. Sur des relais où on a beaucoup de colis volumineux, ça lui permet de préparer. Et d'être comme ça, dès que la personne arrive, ah c'est bon, je vous l'ai préparé, il est juste devant, je vous le mets. Ok, bon. Surtout qu'il y a des personnes, c'est pour dire, il y a des gens qui viennent chercher un colis, mais vous avez des personnes, ça peut arriver, il y a 5-6 colis, voire plus. Oui. Des gens qui aménagent ou des gens qui... Oui. Alors nous ici on a beaucoup de gîtes, donc souvent c'est des machines à laver les... D'accord, c'est tout des ensembles complets. Donc là vaut mieux prévoir un peu. Donc s'il a plusieurs colis, vaut mieux les mettre tous ensemble déjà, de regrouper. Et au moins on gagne du temps parce que le but c'est de distribuer le plus rapidement possible à la personne qu'elle n'a pas à attendre là. Pas patienter, quoi. Voilà, Ok, bon merci Cédric, merci Loïc. Alors je crois que tu as une région qui est plutôt sympathique. Moi j'irais bien faire un petit tour à la mer pour aller voir un peu comment ça se passe. Où est-ce qu'on peut aller? Là on va aller au bord de la Grève à Paimpol, à Cruquing ça s'appelle. D'accord. Plage de Cruquing à côté de l'abbaye de Beauport, qui est un très beau site où il y a le conservatoire. On va profiter, faire quelques petites images avec notre tracteur. Merci. Merci. Bon, intéressant cette petite visite chez Loïc, hein. Il y a pas mal de choses à voir. Hein. Ouais. Il faut rester la journée, je pense. Il est vraiment très sympa. Bien accueilli. Bon, ça va, sa fille elle s'est bien débrouillée pour éviter d'abîmer le tracteur. Hein, avec nos tirs, bon, ça va, on n'est pas non plus des pros. Hein. Elle avait pas trop de boulot. Bon, ça serait quand même dommage de venir en Bretagne sans aller faire tromper des pieds, non? Ah bah c'est sûr, je sais même pas s'il faut pas se baigner complètement. Se baigner complètement, d'accord. Bon, on va peut-être déjà aller au bord de l'eau, voir quelle température elle fait, on verra bien. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression de voir des glaçons qui flottaient là. Il y a des glaçons, tu crois? Ouais, ça doit pas être chaude. Je crois qu'on va avoir un accès à la plage direct. On va tremper les pneus du tracteur. Ouais, ça aura un peu. Il y a bien un accès au bord. Ouais. On va voir. Hein. On est touristes nous. Hein. Même pas peur. Même pas peur. C'est joli hein, comme coin. Ah ouais. Je sais pas ce que ça donne vue du ciel, mais à mon avis ça doit être sympa. C'est classe. Non bah c'est trop froid, moi je quitte. Je viens de perdre un orteil. C'est pas possible. Qu'est-ce qui a eu l'idée de barge? Perdre un orteil. Calme-toi petit gars. Oh! Bonjour Pierre et Alexandre. Bonjour. Alors je viens d'arriver ici à la concession et je voudrais comprendre un petit peu ce qu'il y a comme activité. C'est quoi le groupe Alexandre? Alors le groupe Alexandre, c'est 3 sociétés, donc une concession FEN dans le Nord Finistère qui couvre le secteur Nord Finistère. Ensuite nous avons une société Alexandre Concession qui regroupe les marques Valtra, Merlot, Josquin, Lemken, Krohn, et qui représente 45 personnes à peu près. Et ensuite, nous avons aussi Alexandre Distribution, qui est un magasin de bricolage sous l'enseigne Espace Émeraude. D'accord. Et qui représente 35 personnes aussi.
Donc, Ça fait- globalement, nous sommes un groupe de 100 personnes aujourd'hui. D'accord, donc ouais, ça fait déjà pas mal de monde. Alors, on va essayer de parler un peu d'emploi parce que je voudrais bien comprendre. Est-ce que c'est compliqué de recruter au niveau d'une concession et quel type d'employé vous recherchez? Alors nous recherchons aujourd'hui, surtout au niveau des techniciens, c'est peut-être la partie la plus difficile à trouver. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir un technicien confirmé, autonome, chose que tout le monde recherche bien sûr, il faut beaucoup de temps, il faut un jeune qui sort de l'école aujourd'hui après son bac, il lui faut à peu près au moins 2 années d'expérience pour pouvoir acquérir les compétences et l'expérience pour pouvoir connaître aussi nos machines parce que de plus en plus les machines sont tellement techniques. Il faut savoir que même après l'école, nous continuons à former le personnel chez les constructeurs, nous payons des formations pour ça et c'est nécessaire et donc c'est la difficulté peut-être aussi de trouver du personnel, surtout que c'est une formation assez longue et parfois les jeunes peuvent aussi avoir d'autres orientations et donc il faut être patient. Mais nous avons pris déjà des décisions là-dessus et on sait très bien que tout est bon maintenant pour attirer des jeunes sur nos métiers, puis ce sont des métiers quand même très intéressants et assez polyvalents aussi. C'est une formation complète, hydraulique, électricité, électronique, et puis on va vers de nouveaux métiers avec la robotisation qui arrive à grands pas, et la géolocalisation qui est déjà bien ancrée dans nos campagnes. D'accord. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour à l'atelier et puis voir en quoi consistent les métiers qui existent par exemple ici à la concession? Oui, d'accord. Bonjour Olivier. Salut. Alors tu es en train de faire une installation là. Est-ce que maintenant, dans les compétences qui sont nécessaires, tu utilises plus quoi, une clé à molette ou un ordinateur pour travailler sur les tracteurs? Un petit peu de clé à molette au début pour faire la partie mécanique, mais beaucoup aujourd'hui quand même d'ordinateur. D'accord, donc la technologie quelque part, tu as dû aussi l'acquérir au fur et à mesure. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là toi? 16 ans. 16 ans, ok. Ouais. Et tu as vu évoluer depuis 16 ans beaucoup les interventions? Oui, tout, oui. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus toi dans le métier en travaillant dans une concession? Moi, ma partie, plus tout ce qui est mise en route avec les nouvelles technologies. D'accord. Donc tu étais obligé de te former régulièrement, tu apprends régulièrement des nouveaux fonctionnements pour que ça puisse, j'allais dire, te mettre en condition pour connaître tous les branchements et compagnie? Ça, les branchements, on utilise plus des plans électriques, électriques hydrauliques qui sont fournis par les constructeurs. Autrement, c'est sur place, c'est sur le terrain. Sur le terrain. Ouais. Donc c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de terrain, d'application. D'un peu de formation aussi quand même au début. Et après, on y va. On met ça en application sur le terrain pour que le client utilise son matériel au mieux. D'accord. Ok, le souci aussi pour que nous, agriculteurs, on puisse, j'allais dire, profiter au mieux de notre matériel, quoi. Exactement. Et puis demain, quand tu achètes du matériel de nouvelle technologie, pour que ce soit au top. Pour que ce soit au top et bien préparé. Ouais, et puis après, faire des économies. Ok. Eh ben, merci beaucoup, je te laisse continuer et puis merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, à la prochaine. D'accord. Alors vous cherchez des techniciens plutôt mécaniques, des magasiniers, c'est quoi la denrée rare entre guillemets dans les métiers actuellement? Je dirais les deux aussi, le magasinier aussi, puisque c'est une expérience qui s'acquiert surtout en interne, parce qu'il faut déjà connaître, il faut déjà être technique, connaître la technicité et puis surtout être rigoureux dans les recherches de pièces détachées. Donc il faut un peu de connaissance bien sûr. D'accord. Après au niveau des techniciens en atelier, donc il faut être passionné, aimer le métier bien sûr et puis on fait ça bien sûr par conviction, par passion. D'accord. Et est-ce qu'on cherche aussi par exemple des commerciaux, des gens qui connaissent bien la technique pour, j'allais dire, c'est nécessaire aussi j'imagine? Oui, c'est le troisième métier. Donc si on veut dans une concession, il y a 3 métiers principalement. Les techniciens pour le service après-vente, le service des pièces détachées pour la vente de pièces captives et puis qui est plutôt derrière un comptoir et la pièce la pièce de consommation qui est plus en libre service. D'accord.
Ensuite, il y a bien sûr des techniciens, des technico-commerciaux sur la route. Généralement, ils sont effectivement plus sur la route à démarcher et puis à répondre aux demandes de la clientèle. Ok. Et au niveau formation, les meilleures formations qui existent pour arriver, j'allais dire, dans ces métiers-là, alors c'est quoi? La meilleure formation, alors on a des écoles ici assez spécialisées comme l'Emballe, qui est une école... c'est des niveaux bac, des niveaux BTS? Oui, maintenant c'est bac pro. Hein. D'accord. C'est bac pro parce que le niveau aussi a monté au niveau des demandes, de façon poursuivre de toute façon la partie technique, les formations que nous faisons à nos techniciens, donc ça demande un certain niveau de base, quoi. D'accord. Salut Owen, ça va? Ça va et toi? Ouais. Dis, on est arrivé ici chez toi là. Je viens de voir une machine qui est un petit peu spéciale. Tu l'as pas montée à l'envers? Non, c'est parfaitement monté à l'endroit. C'est vrai que ça surprend un peu au début. Hein. Certaines personnes sont un peu étonnées. En fait, on bine en poste inversé. On a commencé à faire ça depuis un peu plus d'1 an. Il y a un gros intérêt, c'est que quand on est habitué à biner sur un relevage avant, pour avoir une bonne visibilité, c'est que tu es en permanence en train de regarder soit à gauche, soit à droite de ton capot. Oui, c'est une tendance. Tu chopes un caillou, tu chopes quelque chose, tu vas arracher des plants. Surtout que nous on fait que des cultures légumières, donc des choux, des choses comme ça. On peut pas se permettre d'arracher 15 plants d'affilée. Et au final, 8 heures à biner en regardant à gauche et à droite, c'est infernal. C'est infernal. Et on s'est dit pourquoi pas Valtra propose le poste inversé, c'est les seuls à faire ça sur des faibles puissances comme ça. Donc on s'est dit pourquoi pas voir à quoi ça pourrait ressembler. Et en fait l'intérêt c'est que donc on a le petit volant à l'arrière, on retourne le siège et tu as une vue sur vraiment toute la bécane, sur tout le travail, et ça te permet d'avoir vraiment... en fait c'est plus reposant. D'accord. C'est plus reposant, tu gagnes un peu aussi en rayon de braquage. En rayon de braquage, ouais, parce que tu as le système, les roues arrière, comme une moissonneuse-batteuse, quoi, où tu peux manœuvrer de façon plus fine. C'est un peu perturbant au début à prendre en main, mais c'est un vrai confort. Et alors tu bines quoi avec cette machine-là? Alors ça c'est une bineuse qui nous sert pour les paillages plastiques, parce qu'on fait donc des cultures d'oignons, d'échalotes et de courges sur bâche plastique. Et l'intérêt du coup c'est de passer donc de travailler les deux côtés de la planche avec les différentes dents ici et les brosses qui vont venir frotter les bords du plastique. Et ça reste toujours identique alors au niveau largeur, au niveau travail, ou alors tu peux adapter? On peut être adapté, on peut tout adapter parce que tout est modifiable. Mais nous on a fait le choix de travailler sur des bandes vraiment régulières. C'est des bandes de plastique de 1,20 m avec une partie enterrée, donc on est environ sur 90 cm de large de travail. Donc cette bécane là peut exister aussi en 1,30 m il me semble. Pour les plastiques qu'on voit large. Et là tu déchausses pas le plastique, alors il est juste, c'est juste sur le côté. Le plastique est enterré et va venir vraiment à peu près jusqu'ici. Donc c'est vraiment un travail de précision, il n'y a pas 2 cm de marge de chaque côté. Et c'est pour ça c'est d'autant plus intéressant d'avoir une belle visibilité des deux côtés quand on le réalise. Ça permet vraiment d'avoir un confort au travail. D'accord. C'est vraiment satisfaisant. Puis on s'en sert aussi pour biner les choux avec des bineuses plus classiques équipées de doigts cresse. Ouais. On va vraiment chercher à aller sur le chou, quasiment sur la mini-motte, au bout de 7 à 10 jours après la plantation. On peut monter avec toi pour voir un coup comment ça se passe? Tu m'invites à conduire? Je t'en prie. Bon, on est dans un tracteur tout à fait classique. Tout à fait, donc un Valtra direct. Ça ressemble à ce que j'ai l'habitude de conduire là du coup. Oui, c'est la même chose je pense que dans le G exactement. Bon, et alors comment je fais pour me retourner? Alors, ça tourne pas de la même façon, sauf que l'avant tourne quand même pas mal, c'est vrai qu'on a... Ça braque bien, on perd peut-être un tout petit peu en réactivité. Ouais, d'accord. On perd un tout petit peu en réactivité, mais d'un autre côté, ça permet d'être plus souple aussi et d'éviter les coups de volant qui pourraient faire du dégât. Et alors en production, vous avez quoi comme culture? Nous on fait quasiment toute la gamme des choux. Donc ici on est dans un bassin de production où il y a historiquement énormément de choux-fleurs et d'artichauts et d'échalotes aussi. Donc on a gardé ces cultures là, on a rajouté à ça l'oignon rosé de Roscoff qui est vraiment caractéristique de la zone légumière ici. Et divers choux lisses, choux frisés, on fait aussi des courges et on est en train de développer toute une gamme de légumes diversifiés. Entre 40 et 50 produits différents pour la vente directe.
Ouais, on fait en gros 12-13 légumes aujourd'hui, vraiment en plein champ pour de la vente en gros, quoi. Ouais, c'est pas mal. Donc, Merci, voilà. merci de cette présentation. J'ai encore découvert un nouveau truc, quoi. Vraiment sympa. Ouais, c'est original, c'est vraiment atypique. Et ça marche bien, on est assez content. Donc, Bah tant mieux, Ça roule bien. c'est bien, faut que ça s'adapte aussi aux besoins qu'on a. tout à fait. Ça marche, bah merci. Bah de rien. Peur? Non, j'ai pas peur, mais ça bouge. Il y a quelques petits trous sur la route. On sent que j'ai plus d'entraînement. Klaxonne un coup, là, on va voir un... C'est où? T'as des spectateurs. Attends, sinon j'ai la pression maintenant. Vise entre le camion et puis les rouleaux. Wow. Attention, je freine. Vas-y. Je freine. Bravo! Ça y est, je suis bien arrivé donc à la concession Alexandre. Ici, je suis à l'intérieur et tiens, je vais vous montrer un petit truc. Regardez ce que j'ai trouvé. Exactement le G135 que je suis en train d'utiliser. Celui-là. Donc, dépêchez-vous si vous voulez l'avoir parce qu'à mon avis, il va vite être en rupture de stock. Je suis suivi. Un autre tracteur, il m'a pas dépassé, mais apparemment il aurait pu parce qu'il m'a rattrapé. Donc, il doit rouler un petit peu plus vite que moi. Et on rapproche, il nous reste 550 mètres. Ah, apparemment c'est des fans derrière, ils ont l'air de connaître. Je peux monter avec toi? Ah ouais. C'est toi qui me suivais? Ouais. Ça va? Comment tu t'appelles? Romain? Alors t'es venu amener ton tracteur en entretien? Non, je viens chercher ma remorque Lambert. Ah, tu viens chercher la remorque. Ah, d'accord. Tu nous as suivis sur les réseaux, apparemment tu nous connaissais, non? Ouais. Ça va, ça roule bien? Ouais. C'est à combien celui-là en puissance? C'est un 135, mais on l'a poussé à 150. D'accord, petite carte. Ouais. La couleur, c'est la couleur d'origine des remorques, ça? Non, j'ai pris en noir, moi. Tu l'as pris en noir, d'accord. Bon allez, je vais te laisser te concentrer. Hein. Ouais. Village Wilenarkos Tchénig. Waouh! Elle est costaud le nom. Je suis en train de quitter Morlaix, on a une espèce de viaduc là au-dessus. C'est dingue, là sur le côté les eaux, alors je sais pas ce que ça a transporté, c'est de la boue, si c'est normal. En tout cas, il y a dû avoir une belle montée des eaux, hein. Il y a une jolie fresque là sur le bas, c'est joli. Et il y a tout un truc de bateau, donc c'est plutôt sympa. Vous voyez là derrière, et c'est vrai que la ville de Morlaix est magnifique. Alors là, j'aurais bien voulu qu'on fasse des images de drone ici, mais on arrive trop tard. Hop,